Salut tout le monde, c'est MDC et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les chars comme d'habitude. Aujourd'hui je vais vous parler des fameux chars Tigre 1 et 2. Si vous ne connaissez pas les chars Tigre, je vais vous le montrer rapidement, mais avant que je vous en parle, je vais vous demander de vous abonner et de liker la vidéo. Merci. Si vous vous rendez compte que je me suis trompé dans la vidéo, veuillez me le dire en commentaire. Et si vous avez une idée de vidéo que je pourrais faire, dites-le moi aussi. Merci. Bon, nous pouvons commencer. Alors, qu'est-ce qu'un Tiger? Les chars Tiger 1 et 2 sont des chars lourds commandés par Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment pour faire face au T-34 par exemple. Vous allez peut-être penser que le meilleur char serait le Tigre 2 parce qu'il a été mis au point plus tard, donc peut-être que c'est fait pour combler les défauts du Tigre 1. Mais bon, c'est ce que vous allez voir. Donc dans cette vidéo, on va prendre ce qu'en pensaient les tankistes allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vais prendre des extraits que j'ai trouvés sur Google, YouTube par exemple, et notamment sur un magazine Bataille et Blindé. Voilà. Je vais vous dire le numéro. Alors c'est le numéro 112, Bataille et Blindé, Tigre 1 ou Tigre 2, lequel était le meilleur? Voilà. On va commencer par parler du Tigre 1. La production du Tigre 1 débute en août 1942. Les 251 premiers Tigre 1 sont motorisés par le performant mais coûteux et fragile V12. Maybach HL210 P45 de 21,35 litres. Réalisé en partie en aluminium, ce bloc moteur est capable de fournir 650 chevaux à 7000 tours minute, 600 chevaux à 2500 tours minute et 550 chevaux à 2000 tours minute, avec des carburants et des huiles de bonne qualité et des pilotes précautionneux. Un rapport de mécaniciens indique que plusieurs chars ont réussi à atteindre les 3000 km sans problème. Le compte-rendu mentionne qu'il est vital pour le char d'avoir un pilote expérimenté sous peine de voir très rapidement des problèmes mécaniques arriver. Le déroulement de la guerre et d'autres facteurs, notamment la réduction du temps d'entraînement des équipages et de formation des mécaniciens, vont faire que ce prérequis sera de moins en moins respecté et que l'usure des moteurs ira en s'accroissant, causant la perte de nombreux Tiger 1. L'acier qui est utilisé pour la construction de l'engin est de très haute qualité. Cette dernière aura tendance à se réduire au fil du temps. Il y aura aussi une plus grande tolérance sur les soudures. La boîte moteur est de très bonne qualité. Le char est très maniable même avec ses 56 tonnes. Le Tiger 1 comporte d'autres subtilités de production qui vont petit à petit être supprimées pour faciliter la production. Il faut en moyenne 16 jours pour l'assemblage complet d'un Tigre. Je pourrais encore parler pendant des heures du Tigre, mais je vais passer au plus important, la vie des anciens. Échange avec Ottokarius, Panzercommandant sur Tiger 1. Entraînement en Bretagne en 1943, à Ploërmel, puis combat sur le front russe. Né le 27 mai 1922 et décédé le 24 janvier 2015. Après l'école des élèves d'officiers de la Panzerwaffe fin 1942, j'ai suivi ma formation pratique sur Tiger 1 en Bretagne sur la base de Ploërmel au printemps 1943. La 2S Panzer Abteilung 502 était alors constituée de Tiger 1, tous peints en jaune sable. Le char avait comme équipement les filtres spéciaux Pfeffel pour le désert, aussi adaptés aux poussières des steppes russes. C'était un engin manœuvrable, souple, puissant, notamment lorsqu'il fut rééquipé d'un moteur gonflé. Le canon avait une puissance de feu qui permettait d'engager les T-34 bien au-delà de leur capacité. De toute la guerre, notre valeureux Tiger 1 s'est montré être un ami loyal, sur lequel on pouvait compter. Bien que les premiers déploiements en Russie fussent délicats du fait d'un manque de préparation et du climat catastrophique, doublé de combats acharnés contre l'ennemi russe, nous avons pris conscience de l'importance de maintenir en état nos Tigers et de former du mieux possible les équipages, notamment les conducteurs mécaniciens.
À mes yeux, les principaux défauts du Tiger 1, comme vous me le demandez, se résumaient au train de roulement complexe des premières productions, car il fallait souvent démonter plusieurs galets coincés par la boue ou la neige gelée. Il n'était pas doté de réservoirs de grande capacité, seulement 540 à 570 litres. J'ai fini la guerre en 1945 en tant que commandant d'une compagnie de Jagdtiger, Zweikompanie de la Schwerpanzerabteilung 512. Le surpoids de l'engin, le manque de mobilité, le manque de formation des jeunes recrues ont été catastrophiques. À mes yeux, le Jagdpanzer VI n'avait pas l'aura du Tiger 1 avec lequel nous aurions encore pu combattre avec succès face aux Américains à Remagen ou ailleurs en 1945. Échange avec Richard Freier von Rosen, Panzercommandant et chef de la Dreizug de la Triton Panzerabteilung 503 en Normandie sur Tiger 1, décédé le 26 octobre 2015. Avoir un Tiger 1 en 1944 était assurément une bonne assurance vie. Sa qualité de fabrication, son agencement et sa modernité faisaient que nous nous sentions en sécurité en fonction des équipages, de l'expérience. Nous pouvions réaliser des actions de combat qui auraient été impossibles de mener à bien avec un autre type de Panzer. Sur le front d'invasion en Normandie, face à l'ennemi anglo-américain, nous étions presque invulnérables, même si nous avions rapidement appris à reconnaître et à nous méfier du Sherman M4 Firefly, qui représentait la menace la plus sérieuse pour nous. Diriger un zouk de Tiger demandait de l'expérience. Nous étions souvent appelés à être à la pointe, blindés pour rétablir des positions. Notre présence suffisait à redonner du courage aux grenadiers. Ainsi, l'engagement mené le 11 juillet 1944 sur Colombelle, près de Caen, par la Dreizehnte Panzerabteilung 503 était l'exemple type d'une action réussite réalisée par nos Tigers. Son emploi nous a toujours donné satisfaction malgré ses caprices de jeunesse. Assurément, c'était le meilleur char lourd de sa génération et de son époque. Nous étions dans les limites techniques, mais sans lui, la situation sur le front de l'Est aurait été catastrophique. Si je dois me remémorer la vie à bord d'un Tiger 1, je peux vous garantir que le siège pliable se montrait particulièrement inconfortable quand il fallait vivre, et surtout dormir en position assise, car il arrivait parfois de rester en état d'alerte plusieurs heures, voire plusieurs jours de suite à l'intérieur du Tiger. En Normandie, la puissance des Alliés et leur totale maîtrise des airs a mis fin à notre Abteilung, et ce fut la dernière fois que j'ai pu commander une section équipée du Tiger 1, avec regret. Bon, je vais pas tous les faire, je vais encore en faire deux, parce que sinon la vidéo va durer 45 minutes. Mais bon, là je vais encore en faire deux. Échange avec Erwin Ziel, conducteur du Tiger 1 313 en Normandie. Avoir été un conducteur sur Tiger 1 n'était pas chose aisée. C'était même parfois stressant, car la conduite et la survie du char ainsi que son équipage reposaient sur mes épaules. En tant que pilote, je devais connaître le comportement de la machine sur le bout des doigts, tout savoir de sa mécanique et même du moindre bruit de son moteur. Bons ou mauvais, ils étaient annonciateurs de pièces endommagées et à entretenir ou à remplacer. L'échange standard d'un moteur pouvait se faire en 24 heures à condition d'avoir le nouveau moteur en stock, ce qui n'était pas évident. L'entretien courant du Tiger 1 était important, car nous étions engagés au combat en permanence et il fallait maintenir un bon taux de disponibilité. Les ateliers mécaniques effectuaient un travail remarquable, malgré des moyens modestes, pour ne pas dire limités, en particulier en Normandie. La conduite du char était résolument moderne. La boîte de vitesse à présélection demandait une utilisation fine et un régime moteur idéal placé à 2200 tours minute pour passer les rapports de vitesse. Je me souviendrai toujours de ces cadrans sur ma droite et du volant de direction au centre de mon poste de combat. Celui-ci pouvait être manœuvré d'une seule main sans difficulté. Le poids du char exigeait une étude poussée des routes et surtout des ponts. Même les ouvrages d'art solides qui étaient utilisés pour les chemins de fer pouvaient s'effondrer
sous les vibrations répétées du passage d'une unité de Tiger. Le puissant moteur et la mobilité du Panzer étaient corrects pour un engin de 56 tonnes. La qualité du carburant, des huiles et des graisses était primordiale. Mais trop souvent, ces produits étaient de mauvaise facture, et obtenir la puissance de 650 à 700 chevaux était difficile. Lorsque j'ai capturé un Sherman anglais près de Sanerville, en Normandie, afin de m'en servir comme char de dépannage pour me remorquer le Tiger 1 de notre chef de section, le lieutenant von Rossen, j'ai le souvenir de ne pas m'être senti en sécurité à bord de cette boîte de conserve. Et j'ai prié pour ne pas recevoir un obus allemand pendant ce remorquage. Bon, finalement, j'ai que fait un seul témoignage de plus. Bon, on va passer au Tigre 2. Il est encore plus massif, plus blindé et mieux armé. Mais est-il quand même vraiment plus puissant que le Tigre 1 ? Alors que l'étude du Tigre 1 est à peine commencée, il est très tôt étudié, en 1941, une version encore plus blindée d'un char super lourd, pouvant remplacer à moyen terme le Tigre 1. Cette décision sera validée fin 1942. Le Tigre 2 est armé du surpuissant canon KWK-43L71 de 88 mm et d'un blindage frontal de minimum 150 mm. Comparé aux 100 mm du Tigre 1, il est bien mieux protégé. Sur le papier. Bon, je vais passer au témoignage des tankistes allemands sur le Tigre 2 et on va voir ce qu'ils en disent. Correspondance avec Franz Wilhelm Lockmann, opérateur radio et mitrailleur de caisse sur Tiger 2. J'ai découvert le Tiger 2 à mon retour de permission à la mi-juin 1944. L'Abteilung était alors stationné à Ohrdruf en Allemagne. À mes yeux, le Tiger 1 était déjà massif, mais là, le Tiger 2 faisait presque le double. Il était formidablement profilé comme le Panther, mais en nettement plus gros. Les chenilles de 80 cm donnaient une impression de puissance indiscutable, ainsi que la longueur du canon. Fantastique, je me disais qu'aucun obus ennemi ne pourrait jamais transpercer le blindage si épais et si incliné. Le compartiment de combat était vaste, bien que la culasse du canon remplissait avantageusement le compartiment de la tourelle. L'équipement de la radio était identique au Tiger 1. Le canon était d'une puissance redoutable, bien supérieure à celui du Tiger 1. Les munitions étaient également plus volumineuses. Cependant, je me souviens aussi de m'être interrogé sur cette tourelle arrondie vers l'avant, qui devait initialement être montée sur des chars lourds de chez Porsche. Cette tourelle, bien que joliment dessinée, me donnait l'impression que les obus risquaient d'être déviés sur le toit de caisse, ou même directement sur ma trappe. Une autre interrogation qui sera malheureusement vérifiée par la suite concerne la motorisation du char. Très vite, je me suis aperçu qu'il était clairement sous-motorisé. C'était le même moteur que sur le Tiger 1, mais il y avait une bride de puissance pour le préserver. Si bien que nous nous traînions littéralement comme une limace. C'était d'ailleurs le sobriquet de ce Panzer, dit Schnecke. Je me souviendrai toujours comme nous nous traînions avec le Tiger 2, 100, lors de la montée au front en Normandie, 1944. Nous avons réalisé 180 km par route. Nous avons eu plusieurs incendies de moteur. Cette région n'était pas adaptée pour un engin de ce poids, et le conducteur faisait de son mieux pour manœuvrer le gros char jusqu'à ce que le moteur vomisse des flammes par l'échappement et qu'il rende l'âme définitivement. Le baron von Rosen, chef du Dreizug de la 3e S-Panzerabteilung 503 en Normandie. C'est à Mailly-le-Camp que la 3e S-Panzerabteilung 503 a reçu ses Tiger 2, 14 au total. Après la perte des Tiger 1 en Normandie, ce nouveau char était particulièrement imposant. Je me souviens d'une discussion à ce sujet avec Ulrich Koppe. Clairement, l'entraînement que nous avions suivi à Mailly-le-Camp nous avait permis de mettre en avant ses capacités à être engagé dans de vastes plaines. La puissance du canon combinée à l'épaisse cuirasse inclinée pouvait nous rendre quasiment indestructibles. Les distances d'engagement pouvaient atteindre les 2000 à 2500 mètres, et parfois davantage. Mais ce Tiger 2 était d'un maniement délicat, car il était sous-motorisé. Je devais prendre en compte son poids et mener du mieux possible la compagnie. L'agencement intérieur était plus vaste que sur le Tiger 1, notamment les postes en tourelle.
Je tiens à préciser aussi que les munitions du 88 mm KWK-43 étaient également bien plus volumineuses. Malheureusement pour moi, le transport par voie ferrée des Tiger II depuis Mailly vers Vincennes se soldera par la perte de mon Tiger II 311 à la suite d'une attaque aérienne sur le convoi. Je m'étais cassé le bras et je ne pouvais plus mener à bien la mission qui m'avait été confiée. Par la suite, je n'étais pas resté inactif. J'étais parti à Spa en Belgique chercher des bons pour le carburant. Ce n'est qu'à la fin de septembre 1944 que j'ai pu reprendre possession de la compagnie lors de la reconstitution de la Panzerabteilung à Paderborn. Les actualités avaient filmé notre démonstration avec un grand intérêt alors que les Tiger II étaient équipés des chenilles de transport, car nous devions une nouvelle fois prendre le transport ferroviaire vers la nouvelle zone d'engagement en Hongrie. Pour répondre à vos questions, le Tiger II était sans contester le Panzer le plus puissant dont nous disposions à l'époque. Mais nos zones d'engagement dans les derniers mois de la guerre, que ce soit à Budapest, en pleine capitale hongroise ou sur les rives du Danube, ne permettraient pas d'exploiter les capacités du Tiger II, qui avait été conçu comme char lourd pour des combats défensifs à de longues distances. Sa lenteur sur un terrain accidenté ne nous permettait pas non plus de l'utiliser comme char de rupture. Il n'avait pas sa place dans des combats défensifs urbains. Avec les équipages, nous passions un temps contre-productif à remettre en état les chenilles, qui ne tenaient pas plus de 80 km. Clairement, nous n'avions pas les moyens de l'utiliser à sa juste valeur. J'ai passé plus de temps à trouver des moyens de dépannage de plus en plus inexistants qu'à combattre à bord du Tiger II. Du fait du manque de formation des recrues, en particulier du chauffeur mécanicien, d'une situation militaire intenable, il nous était impossible de réaliser les scores avec le Tiger II que nous avions obtenus avec le Tiger I en 1943 et 1944. Alors Tiger I ou Tiger II? Finalement, la plupart des tankistes allemands ont préféré le Tiger I au Tiger II. Le Tiger II est sous-motorisé. C'est une cible bien trop importante qui rend le char vulnérable, même s'il a une grosse couche de blindage. L'acier est de mauvaise qualité. Cela ne veut pas dire que le blindage a été percé, mais que quand il encaissait un gros obus, il arrivait que le blindage se fissure à l'intérieur, projetant des centaines d'éclats d'acier pouvant endommager de l'équipement ou blesser des membres de l'équipage. Aussi, la conception du châssis était mauvaise. Le poids sur les chenilles était trop élevé, ce qui faisait qu'elles s'usaient vite. Il n'y avait pas non plus de moyen de dépannage correct, dû à son poids. Conclusion, si le Tigre 1 était vu comme une assurance vie, le Tigre 2 était surnommé la limace et finalement peu apprécié par les tankistes. Son aspect massif, son canon redoutable et son épais blindage permettront au Tigre 2 d'avoir un fort impact psychologique sur les troupes alliées. Il faut aussi savoir que la plupart des Tigres 2 seront perdus faute de panne et de casse. Bon c'est la fin, hein. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, abonnez-vous, hein, parce que pourquoi pas. Donc je tiens à remercier Bataille Blindée, parce que je me suis bien inspiré de ça, hein. Donc c'était vraiment super cool à faire la vidéo. Si vous voulez que j'en fasse d'autres sur certains thèmes, dites-le, hein. Et voilà quoi, vous avez la réponse.